Je vais vous raconter le moment où j'ai cessé de faire confiance à la chronologie officielle. Ce n'était pas un moment dramatique, pas une photographie bouleversante, pas un document fracassant. C'était bien plus discret que ça. Un mardi après-midi, je consultais le relevé architectural d'une structure européenne du milieu du XVIIIe siècle, un bâtiment que les archives officielles décrivent comme un dépôt de douane, et j'ai remarqué quelque chose. La hauteur sous plafond était de 12 mètres. 12 mètres. Dans un dépôt de douane, construit, soi-disant, pour des charrettes à chevaux et des hommes penchés sur des registres. Je suis resté un moment avec ça, puis j'ai commencé à examiner les structures adjacentes dans le même relevé. De longs quais parallèles, des allées couvertes, d'imposants points d'amarrage sur les murs extérieurs, représentés dans les plans architecturaux comme des poteaux d'attache. Des poteaux d'attache, pour les chevaux. Sauf qu'ils n'étaient loin pas au niveau du sol. Ils se trouvaient en hauteur de toiture, au 3e étage, tournés vers l'extérieur, face au ciel ouvert. J'ai refermé ce relevé. J'en ai ouvert un autre, puis un autre. Plus je creusais, plus l'expression « dépôt de douane » me donnait l'impression d'être la traduction de quelque chose d'autre, une traduction délibérée, soigneusement choisie. Et c'est là que commence cette enquête. Pas avec les avions, pas avec les frères Wright à Kitty Hawk en 1903, pas avec les brevets officiels, les coupures de journaux et les images en noir et blanc granuleuses qu'on nous a montrées depuis l'enfance. Non, ça commence bien plus tôt, avec des structures qui n'ont pas lieu d'être, avec une infrastructure trop réfléchie, trop coordonnée, trop coûteuse pour avoir été bâtie aux fins qu'on nous a assignées. Voici l'histoire des aéroports qui existaient avant que les aéroports soient censés exister. Restez avec moi. Permettez-moi de vous poser une question qui semble évidente. Qu'est-ce qu'un aéroport? Faites abstraction des passerelles d'embarquement, des boutiques duty-free et des tableaux de départ. Oubliez tout ce qui est moderne. Qu'est-ce qui reste? Dans sa forme la plus dépouillée, un aéroport est un ensemble de caractéristiques très précises. Il vous faut une large approche dégagée, sans obstacles, soigneusement nivelée. Il vous faut des structures capables d'abriter d'immenses véhicules à l'abri des intempéries, des mâts ou des points d'amarrage, une infrastructure de ravitaillement et d'approvisionnement, un dispositif de traitement des passagers, arrivée, départ, salle d'attente, correspondance, une supervision administrative. Et tout cela doit fonctionner de concert, en communication avec d'autres nœuds d'un réseau. Voilà un aéroport, voilà ce que la fonction exige. Maintenant, avec cette définition en tête, cette définition purement fonctionnelle, indépendante de toute technologie, je vous invite à considérer une toute autre catégorie de structures, des structures qu'on nous a appris à interpréter autrement, des entrepôts, des stations agricoles, des dépôts militaires, des pavillons d'exposition, des cours de triage ferroviaire, parce que voici ce que j'ai découvert. Encore et encore, sur plusieurs continents, sur plusieurs décennies des XVIIIe et XIXe siècles, il existe des ensembles architecturaux qui correspondent au profil fonctionnel d'un hub de transit aérien avec une précision quasi parfaite, pas partiellement, pas vaguement, précisément, d'une précision qui devient impossible à balayer du revers de la main une fois qu'on commence à la recenser. À quoi ressemble un hub de transit du milieu du XVIIIe siècle selon les archives officielles? Il n'existe pas. C'est la réponse. Voilà toute la réponse. Il n'y avait pas de hub de transit. Il y avait des relais de poste, des quais portuaires, des débarcadères, modestes, fonctionnels, dimensionnés pour des corps humains et le travail animal. Voilà ce à quoi ressemble 1750, selon les manuels. Permettez-moi maintenant de décrire ce que j'ai réellement trouvé. En Europe occidentale, il existe des dizaines de grandes structures couvertes datant du début et du milieu des années 1700, qui partagent un ensemble de caractéristiques architecturales singulières, des caractéristiques qui résistent à toute explication satisfaisante dans le cadre de la chronologie officielle.
de longues portées intérieures dégagées de 15 à 30 mètres, des plafonds voûtés, des points d'ancrage extérieurs en hauteur, de larges couloirs d'approche plats, parfois pavés, parfois débarrassés de tout obstacle naturel sur des distances remarquables, des systèmes de drainage d'une sophistication sans pareille, canalisant l'eau loin de ce qu'on ne peut décrire que comme des surfaces de chargement. Des surfaces de chargement. Ce ne sont pas des entrepôts. Les proportions sont fausses pour des entrepôts. Dans un entrepôt, on optimise pour le stockage vertical empilable. On veut des murs rapprochés, des rayonnages, de la hauteur. Ce que ces structures optimisent, c'est la clarté horizontale, la hauteur de plafond et l'accès latéral. Ce n'est pas un entrepôt, c'est un hangar. Et voici le plus étrange. Beaucoup de ces structures apparaissent dans les cartes et relevés régionaux de l'époque sous des désignations remarquablement floues. Grand dépôt, pavillon civique, halle municipale de commerce. Des appellations si génériques qu'elles ne disent presque rien. Pour une période de l'histoire qui se distinguait par ailleurs par une précision extraordinaire dans ses archives, actes de propriété, rôles fiscaux, relevés fonciers d'une minutie remarquable, ces structures particulières sont documentées dans les termes les plus nébuleux qui soient. L'explication officielle s'effondre ici. Tout simplement. On ne peut pas rendre compte des dimensions de l'agencement et de l'absence de documentation détaillée avec pavillon civique. Cette explication vole en éclats dès qu'on se plante devant l'un de ces bâtiments et qu'on compte les anneaux d'amarrage. Je dois parler des photographies. Je sais ce que vous pensez. Le XVIIIe siècle précède la photographie. Les daguerréotypes n'apparaissent qu'à partir des années 1830 et la photographie pratique telle que nous la connaissons n'arrive qu'au milieu du XIXe siècle. C'est vrai. Cela fait partie des archives officielles et je ne suis pas là pour contester la chimie. Mais il existe une catégorie d'images photographiques anciennes, daguerréotypes, calotypes, tirages à l'albumine des années 1840, 1850, 1860, qui montrent quelque chose que les personnes qui ont pris ces photos ne semblaient pas juger digne de remarque. Quelque chose de si ordinaire pour elles qu'elles l'ont simplement inclus dans le cadre. En arrière-plan, à l'horizon, à moitié caché par un détail architectural. De grandes formes aériennes allongées. Pas des oiseaux. Pas des nuages, des structures allongées en forme de cigare ou arrondies, parfois avec ce qui semble être des nacelles accrochées en dessous, parfois amarrées, parfois, dans les exemples les plus saisissants, semblant s'approcher ou s'éloigner de structures à grande dégagementation exactement du type dont nous venons de parler. Or, l'histoire officielle de la navigation aérienne légère suit un récit très bien défini. Le vol en ballon à hydrogène, les frères Montgolfier, 1783. Les dirigeables à propulsion, les aérostats dirigeables, pas avant les années 1850 ou plus tôt, et en pratique pas avant les années 1880 et 1890. La technologie Zeppelin, début du XXe siècle. La chronologie est présentée comme une progression nette et continue. Mais cela soulève une question simple, pourtant décisive. Pourquoi des photographies des années 1840, plusieurs décennies avant que les dirigeables soient supposément opérationnels, montrent-elles parfois ce qui ressemble à des dirigeables amarrés se découpant sur des skylines urbaines? Et pourquoi, lorsque ces images sont soulevées, la réaction de la communauté académique et archivistique tend-elle non pas à l'investigation, mais au rejet pur et simple? Artefacts photographiques. Formation nuageuse. Erreur de développement. Pas des structures allongées en forme de cigare avec des nacelles visibles. Pas des objets amarrés à hauteur de toit. Pas des choses stationnaires dans des positions fixes par rapport à de grandes constructions civiques. Non. Des formations nuageuses. Le silence était assourdissant. C'est ici que le mystère s'approfondit d'une manière que je trouve presque impossible à rationaliser.
Les caractéristiques architecturales que j'ai décrites, les longs couloirs d'approche, les points d'ancrage en hauteur, les vastes dégagements intérieurs, la documentation suspecte par sa vaguerie, ne se limitent pas à l'Europe occidentale. Elles se répètent d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, dans ce qu'on nous présente comme des civilisations entièrement sans contact les unes avec les autres, avec une précision que je ne peux décrire qu'en termes de malaise croissant. En Amérique du Nord, des structures datant de la période coloniale intermédiaire et tardive, antérieures à la guerre d'indépendance, partagent ces mêmes proportions. De grands bâtiments civiques dans les premières villes américaines, avec des hauteurs sous plafond largement supérieures à tout besoin fonctionnel décrit dans les archives. Certaines de ces structures ont été reconverties par la suite, transformées en gares ferroviaires lors de l'ère du chemin de fer, puis transformées à nouveau, dans certains cas, en aérogares au début du XXe siècle. 3 modes de transit distincts, 3 premières utilisations distinctes. Dans le même bâtiment, pourquoi un bâtiment conçu en 1740 se révèle-t-il parfaitement adapté à une technologie qui n'aurait soi-disant pas été inventée avant 160 ans? Et quand cette technologie est dépassée, comment se fait-il qu'il convienne tout aussi bien à celle qui la suit? Le schéma se répète avec une précision déconcertante. En Amérique du Sud, des complexes administratifs de l'époque coloniale avec les mêmes galeries d'approche voûtées, le même surdimensionnement des planchers, capables de supporter des charges bien supérieures à tout ce qu'un entrepôt ou un bâtiment gouvernemental aurait nécessité. Les mêmes points d'ancrage, le même drainage mystérieux. Dans des régions où les archives coloniales espagnoles sont par ailleurs d'une exhaustivité remarquable, chaque clou, chaque poutre, chaque cargaison de carreaux scrupuleusement consignés, ces structures précises apparaissent dans les registres sous la mention « complexe administratif » et rien de plus. En Asie centrale et dans la steppe russe, des structures associées à ce que certains chercheurs ont prudemment qualifié de vestiges d'une civilisation administrative antérieure, et c'est ici qu'entre en scène le mot « Tartarie », non pas comme un empire défini, non pas comme un État-nation cartographié, mais comme le descripteur de quelque chose qui existait avant le consensus historique actuel, quelque chose qui a été méthodiquement réduit à des notes marginales cartographiques et à des bas de page condescendants. Ces structures partagent le même vocabulaire. De longues portées horizontales, une infrastructure d'amarrage surélevée, de larges dégagements d'approche, une précision remarquable, injustifiable. Et voici ce qui est le plus troublant, les dates ne coïncident pas. Certaines de ces structures sont datées de périodes où, selon les archives officielles, les régions qu'elles occupent étaient soit inhabitées, soit pré-industrielles, soit incapables de l'ingénierie qu'elles représentent. La datation elle-même est, dans bien des cas, contestée, non pas ouvertement, non pas dans des revues ou des colloques, mais discrètement, dans les notes marginales de relevés régionaux, dans les bas de pages d'histoires architecturales que la plupart des gens ne lisent jamais. Les indices laissent entrevoir quelque chose de bien plus vaste qu'une anomalie régionale, quelque chose de coordonné, quelque chose de mondial. Or, une coordination à l'échelle mondiale, en 1720 ou 1740 ou 1760, était réputée impossible. La technologie des communications n'existait pas, les savoirs d'ingénierie n'étaient pas partagés, les civilisations en question étaient, selon les manuels, isolées les unes des autres. Alors, comment construit-on le même bâtiment sur 4 continents? Comment? Je tiens à être précis ici, car la précision a son importance. Je ne décris pas un empire connu, je ne trace pas de frontières sur une carte. Le mot Tartarie apparaît dans la cartographie européenne de la période médiévale jusqu'au XVIIIe siècle comme une désignation pour des territoires vastes et imparfaitement compris. L'Asie centrale et orientale,
s'étendant sur certaines cartes pour inclure tout ce qui se trouve à l'est de Moscou et au nord de la Chine. C'est un mot qui fonctionne, sur ces cartes, comme un aveu d'ignorance. Voici un endroit que nous ne comprenons pas vraiment. Mais l'ignorance n'est pas synonyme de vide. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la Tartarie comme entité politique. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité, et je pose cela comme une question, non comme une affirmation, la possibilité que ces territoires désignés comme Tartarie sur les cartes européennes des XVIIe et XVIIIe siècles aient renfermé les vestiges d'une civilisation sophistiquée, une civilisation qui avait développé ou hérité une technologie de transit aérien, qui avait bâti l'infrastructure nécessaire à cette technologie, et qui, pour des raisons que nous ne pouvons pas pleinement reconstituer, a cessé d'exister sous une forme reconnaissable, avant que les archives historiques modernes ne se solidifient. Avant que les documents que nous traitons aujourd'hui comme source primaire aient été rédigés. Et c'est là que l'architecture devient impossible à ignorer. Car lorsque les explorateurs et administrateurs européens ont traversé l'Asie centrale au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les grandes expéditions de cartographie ont poussé dans les territoires étiquetés Tartarie, ils ont trouvé des choses. De grandes structures en ruine, des bâtiments d'une précision inhabituelle, des fondations qui semblaient antérieures aux civilisations occupant alors le territoire. Et dans les archives officielles de ces expéditions, ces découvertes sont documentées puis mises de côté, classées comme ruines d'origine inconnue, attribuées à divers peuples anciens d'une manière qui ne satisfait personne dès lors qu'on examine l'ingénierie de près. Origine inconnue. Cette formule accomplit beaucoup de travail dans beaucoup de documents. Plus je me suis enfoncé dans les registres d'expéditions d'Asie centrale, de l'intérieur russe, des territoires qui apparaissent sur ces vieilles cartes sous le nom de Tartarie, plus cette formule revenait. Origine inconnue. Fonction inconnue. Date inconnue. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'effacer. Le schéma du flou délibéré, le refus constant d'intégrer les preuves anomales dans le récit officiel, l'application répétée d'un langage vague à des choses précises. Voici ce qui me ramène sans cesse à cette question. La technologie disparaît. Pas progressivement, pas par étapes. Elle ne s'efface pas comme les technologies s'effacent habituellement, laissant des traces, des formes transitionnelles, l'archéologie du remplacement. Elle disparaît avec une complétude qui est elle-même anomale. Si une infrastructure de transit par dirigeable ou aérostat existait au début du XVIIIe siècle, et je dis « si », et je vous demande de garder ceci avec moi, que s'attendrait-on à trouver dans les archives historiques? On s'attendrait à des documents de transition, des notes d'ingénierie. Le type de savoir accumulé et itératif que toute technologie laisse derrière elle. On s'attendrait à des variations régionales, le même concept de base adapté à différents climats, différents matériaux, différents contextes culturels. On s'attendrait à des échecs, des accidents, des actes judiciaires relatifs à la responsabilité civile, des documents d'assurance, les résidus bureaucratiques d'une technologie en usage actif. Ce qu'on trouve à la place, c'est le silence. Et quand ce silence prend fin au milieu du XIXe siècle, ce qui émerge est présenté comme entièrement nouveau. Le ballon, l'aérostat, le dirigeable, tout cela présenté comme des inventions, comme l'origine de concepts qui n'avaient jamais existé auparavant. Mais et si ce n'étaient pas des inventions? Et si c'était des redécouvertes? Et si les ingénieurs et les scientifiques du XIXe siècle qui ont inventé la navigation aérienne légère n'étaient pas en train de créer des idées mais de les retrouver, en travaillant à partir de fragments, d'indices architecturaux, du genre de structure que j'ai décrite, ces bâtiments surdimensionnés, vaguement documentés, aux proportions étranges qui se dressaient encore dans les villes européennes et américaines, toujours là, portant encore leurs anneaux d'amarrage et leurs dégagements impossibles. Cela soulève une question simple mais décisive.
Comment réinvente-t-on quelque chose qui n'a jamais vraiment disparu du paysage? Comment peut-on créer un concept quand l'infrastructure de ce concept est encore physiquement présente dans les villes que l'on habite? L'explication officielle s'effondre ici, tout simplement. Je veux parler de ce qui arrive à ces structures au fil du temps. Le schéma, une fois aperçu, est assez cohérent pour constituer son propre argument. Première étape, la structure existe. Elle est grande, précise, surdimensionnée par rapport à tout usage déclaré. Elle apparaît dans les relevés et les cartes sous des désignations génériques. Elle remplit une fonction que les archives officielles ne précisent pas clairement. Deuxième étape, une nouvelle technologie de transit arrive, le rail, puis les débuts de l'automobile, puis l'aviation. Et la structure est reconvertie, pas démolie, pas reconstruite, reconvertie. Des modifications mineures, une nouvelle signalétique. Nouvelle fonction, vieille fondation. L'architecture d'origine, ses longs dégagements, ses points d'ancrage, ses couloirs d'approche, restent largement intacts parce qu'elle se trouve être parfaitement adaptée au nouvel usage également. Troisième étape, l'histoire de la structure est réécrite à rebours. Le bâtiment reconverti est décrit comme ayant été construit pour sa nouvelle fonction, où sa fonction d'origine est décrite dans des termes compatibles avec la technologie actuelle. Manifestement, c'était un précurseur de la gare ferroviaire qu'il est devenu. Les larges couloirs étant conçus pour le volume des échanges civiques. L'anomalie originelle est absorbée dans un nouveau récit. Quatrième étape, la documentation d'origine, quels que soient les documents précis qui auraient ne pu décrire la véritable première fonction de la structure, est soit perdue, soit classifiée, soit simplement plus consultée. Les archives se referment sur l'explication commode comme l'eau se referme sur une pierre. Ce n'est pas une conspiration au sens traditionnel du terme. Je ne décris pas une salle remplie de gens décidant collectivement de mentir. Je décris quelque chose de plus discret et de plus répandu, la tendance des institutions à préférer les récits cohérents aux preuves anomales, la tendance de l'histoire officielle à arrondir les angles de ce qui ne rentre pas dans le cadre. Le schéma se répète avec une précision déconcertante, d'un continent à l'autre, de siècle en siècle, dans des collections de documents provenant d'institutions qui ne se sont jamais concertées. Le même flou, le même surdimensionnement, la même reconversion opportune qui suit, la même fermeture des archives. Pas une coordination exactement, mais quelque chose qui produit le même résultat que la coordination. Et c'est là, peut-être, la possibilité la plus troublante de toutes. Revenons aux photographies. Il existe une catégorie d'images photographiques anciennes, et j'ai passé un temps considérable dans les archives numérisées à les traquer, où l'objet à l'arrière-plan, la forme aérienne anomale, apparaît dans des images associées à des structures connues à grand dégagement. Des images prises depuis des points de vue qui suggèrent que le photographe documentait le bâtiment, pas le ciel. Et pourtant, là, dans le ciel ou au-dessus de la ligne de toiture ou contre l'horizon lointain, la forme est présente, allongée, délibérée. Trop cohérente dans sa silhouette à travers différentes images, différents photographes, différentes villes et différentes décennies pour être un artefact de développement. Il existe des images des années 1850 et 1860, les tout premiers temps de la photographie urbaine en Europe et en Amérique du Nord, où ces formes apparaissent au-dessus de structures qui, quelques décennies plus tard, ont été officiellement redésignées comme hubs de transit lors de l'arrivée du chemin de fer, les mêmes bâtiments, les mêmes skylines. La forme aérienne présente dans l'image ancienne, absente dans les suivantes à mesure que le XXe siècle approchait et que la technologie des images devenait plus fiable, les pratiques archivistiques plus rigoureuses. Pourquoi un artefact de développement photographique apparaîtrait-il systématiquement au-dessus d'une catégorie précise de bâtiments? Pourquoi des formations nuageuses se regrouperaient-elles au-dessus
de structures équipées d'anneaux d'ancrage à hauteur de toiture. Pourquoi les anomalies, quelles qu'elles soient, apparaissent-elles sur les premières photographies pour disparaître ensuite méthodiquement des archives à mesure que la technologie photographique s'améliore et que les pratiques archivistiques se resserrent? Les indices laissent entrevoir quelque chose de bien plus vaste que la coïncidence. Je ne vous dis pas quoi croire. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Je pose les questions qu'il m'a été impossible de ne plus poser une fois que je les avais commencées. Voici la question à laquelle je reviens sans cesse. Si ne serait-ce qu'une partie de tout cela est vrai, si ces structures ont été bâties pour le transit aérien, si la technologie existait bien avant ce qu'on nous affirme, si les photographies capturent quelque chose de réel, alors qui les a construites? Et je veux m'attarder sur cette question plutôt que d'y répondre. Car au moment où on y répond, au moment où l'on nomme une civilisation, un groupe, une puissance, on passe du mystère à la mythologie. Or, je ne m'intéresse pas à la mythologie, je m'intéresse aux preuves. Ce que je peux dire, c'est ceci. Les structures existent. Elles sont physiquement présentes, pour beaucoup encore debout, portant encore leurs caractéristiques anomales, encore documentées dans des relevés auxquels vous pouvez accéder si vous savez où chercher. Les premières photographies existent. Les désignations floues dans les archives officielles existent. Le schéma de reconversion existe. Quelque chose a construit ces structures. Quelque chose les a utilisées. Quelque chose, et c'est le mot sur lequel je reviens sans cesse, quelque chose a été perdu. Pas égaré. Pas oublié comme on oublie les petites choses. Perdu de la façon qui nécessite une perte active. Le genre de perte qui ne laisse derrière elle que les preuves physiques, dépouillées de leur contexte, réétiquetées, absorbées dans une autre histoire. Le genre de perte qui ressemble, de loin, à quelque chose qui aurait pu être intentionnel. J'ai commencé cette enquête avec une hauteur sous plafond, 12 mètres dans un dépôt de douane. Je la termine avec une question plus simple. Qu'y avait-il dans le ciel? Pas ce qu'on nous dit qu'il y avait. Pas l'inventaire officiel des objets aériens du XVIIIe siècle, qui est, par définition, presque vide. Mais qu'est-ce qui s'y trouvait, vraiment? Ces anneaux d'amarrage, qu'attendaient-ils? Ces couloirs d'approche, où menaient-ils? Les gens qui ont construit ces structures, ceux qui les ont commanditées, financées, entretenues, exploitées, qu'ont-ils vu quand ils ont levé les yeux? Une fois qu'on aperçoit le schéma, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Les longs dégagements, les points d'ancrage, la documentation floue, les photographies avec leurs arrière-plans inexplicables, les structures qui se laissent reconvertir parfaitement à chaque nouvelle technologie de transit qui arrive, les archives qui se ferment, les documents qui s'amincissent, le mot inconnu qui apparaît encore et encore dans les registres d'une expédition à l'autre, d'un continent à l'autre, de siècle en siècle, origine inconnue, fonction inconnue, date inconnue. Le silence était assourdissant, et le ciel était plein de quelque chose. Plus on creuse, plus l'explication officielle s'effrite. Pas ici, pas là, mais partout, d'un seul coup, sur 4 continents et 3 siècles de documentation floue, d'architecture surdimensionnée et de photographies qui n'appartiennent pas à leur propre époque. Cela soulève une question simple, pourtant décisive. Que savons-nous vraiment du ciel au-dessus de 1740, de 1720, de 1690? Et peut-être plus important encore, de quoi avons-nous collectivement et discrètement décidé de ne pas nous demander? Les bâtiments sont toujours là, les anneaux d'amarrage sont toujours là, le ciel est toujours ouvert. Et quelque part, entre ce qu'on nous a dit et ce que les preuves montrent, il y a un écart suffisamment grand pour y loger tout un monde perdu de transit. Toute une civilisation de départs et d'arrivées, d'amarrages et d'appareillages, de tout ce qui s'est élevé dans ce ciel prémoderne et a franchi les distances qu'on nous a dit infranchissables, jusqu'à ce que quelqu'un construise un aéroport pour l'accueillir